vous revenez dans votre livre sur les origines de Daesh et notamment le rôle que certains États, notamment occidentaux, ont pu avoir dans cette émergence-là, ce qui finalement contredirait un peu une vision assez unanime que certains observateurs auraient sur le conflit, et notamment l'idée selon laquelle Bachar al-Assad aurait lui-même créé Daesh et ne l'aurait pas combattu après. Alors, dans mon livre, je n'explique pas que Daesh est une création occidentale. Oui. Par contre, il est évident, clair et avéré que c'est une création des alliés des Occidentaux dans la région, qui sont les puissances du Golfe. Et je pense qu'il est avéré que l'Arabie Saoudite a été le principal responsable de la montée en puissance de Daesh. Pas forcément de sa création, mais de sa montée en puissance dans le contexte du conflit en Syrie. C'est-à-dire que, comme l'avait dit Richard Dearlove, qui est quand même l'ancien responsable du MI6, il avait quitté donc, le MI6, qui sont les services secrets extérieurs britanniques, Richard Dearlove avait dit que la montée en puissance de Daesh dans le nord de l'Irak, ce qui a précédé la prise de Mossoul et ensuite donc l'expansion encore plus grande et fulgurante de Daesh, après avoir donc confisqué des armes américaines, notamment dans des casernes à Mossoul, que ce phénomène-là avait été sponsorisé par un réseau de financeurs privés saoudiens et à moindre mesure qataris. C'est ce qu'il a dit, Richard Dearlove, publiquement. Mais que ce réseau de financeurs aurait pu être incité à agir comme ça par leurs gouvernements respectifs, par les familles royales, les émirats locaux, et notamment et surtout au niveau de l'Arabie Saoudite et du Qatar. Selon lui, c'est une telle montée en puissance d'un groupe armé djihadiste, plus exactement takfiriste, c'est-à-dire un groupe qui a une intolérance religieuse absolue et qui amène à tuer les gens qui ne partagent pas leur religion. Il faut voir le degré de fanatisme de ce groupe-là, mais Daesh n'a pas poussé comme un champignon. Ce qui est drôle, c'est que, drôle ou dommage plutôt, c'est regrettable, c'est qu'un certain nombre d'observateurs oublient que derrière Daesh, il y a eu des réseaux de financement, des réseaux de fourniture en armes, etc. Et donc, ce n'est pas un phénomène magique. Alors, il y a une autre école de pensée, une autre grille d'analyse qui est majoritaire malheureusement en Occident, qui nous explique qu'en fait, Bachar al-Assad aurait créé Daesh et n'aurait pas combattu cette organisation. Ça, c'est pour moi, cette vision est très discutable. Quand on revient sur cet argumentaire, on nous explique que Bachar al-Assad aurait décidé cyniquement, par calcul machiavélique, de libérer des djihadistes de manière à islamiser la rébellion et à créer un ennemi de l'intérieur djihadiste pour que les Occidentaux reviennent vers lui. C'est notamment la ligne qu'avait défendue Firas Tlass, qui est un homme d'affaires syrien anciennement proche de Bachar al-Assad. Il l'avait défendu dans un documentaire dont je parle dans mon livre qui avait été diffusé sur le service public. Sauf qu'il s'est avéré que Firas Tlass était l'intermédiaire entre l'entreprise Lafarge et une multitude de groupes djihadistes dans le nord de la Syrie, y compris Daesh. C'est-à-dire que Firas Tlass est accusé, c'est dans le domaine public, on l'a vu, on a vu des révélations dans tous les journaux français. Firas Tlass est accusé d'avoir transmis plusieurs millions de dollars à ces groupes djihadistes et d'avoir lui-même empoché, je crois, 4,2 millions de dollars de rémunération. Et différentes personnes, telles que Firas Tlass, qui avaient tout un intérêt à ce que Bachar al-Assad tombe et qui avaient toutes comme volonté justement d'en arriver à ce résultat-là, beaucoup de gens comme ça expliquent que Bachar al-Assad en fait aurait libéré des prisonniers en 2011 pour créer Daesh. Mais le problème, c'est que quand on revient sur les circonstances de ces libérations-là, on se rend compte que la Turquie, des ONG, les principales organisations de l'opposition à l'époque à Bachar al-Assad, donc à l'année 2011, le département d'État lui-même demandait à Bachar al-Assad de libérer les prisonniers. Et traditionnellement en Syrie, les principaux opposants à Bachar al-Assad sont les frères musulmans. Ça signifie qu'à l'époque, et c'était noir sur blanc dans un article qui date du 5 mai 2011 dans le Washington Post, c'était écrit noir sur blanc, que beaucoup de frères musulmans avaient été libérés, mais on n'a à l'époque pas entendu une seule protestation de la part du département d'État ou d'autres nations. Au contraire,
l'opposition syrienne et ses alliés disaient on est face à des mesures cosmétiques, il faut libérer plus de gens. Or, les frères musulmans, on le sait, l'organisation des frères musulmans est, comme l'a décrit mon ami et confrère Emmanuel Razavi, est la matrice idéologique des groupes djihadistes. Et il faut savoir que les frères musulmans ne sont pas qu'une organisation dite de gestion de la population par l'islam politique, mais au contraire, sont la matrice idéologique de groupes djihadistes armés, qui passent à l'action armée. Et certains d'entre eux, effectivement, ont été libérés par Bachar el-Assad. L'Arabie Saoudite insistait également à cette époque, hein, puisque l'Arabie Saoudite considérait qu'il fallait que les gens qu'elle soutienne soient libérés de manière à pouvoir établir un dialogue avec l'opposition. Sauf que Bachar el-Assad a certes libéré certains djihadistes, mais que dire de la Turquie qui a laissé passer des dizaines de milliers de djihadistes étrangers depuis sa frontière, qui ont essentiellement gardé les rangs de Daesh. On parle de 20 à 30 000 djihadistes qui ont franchi la frontière turque, notamment à Tal Abyad, dans le nord de la Syrie. Et que dire de l'Arabie Saoudite et de ces pays du Golfe qui ont déversé des milliards de dollars de fonds à ces groupes, y compris à Daesh, au moins durant les premières années du conflit, au moins jusqu'en 2016, 2017 potentiellement. Que dire du gigantesque réseau de fourniture d'armes qui a équipé ces groupes, dont en fait ces groupes, on disait il y a tel groupe, mais souvent ils nouaient des alliances tactiques, ou alors ils étaient même ils avaient quasiment fusionné, mais donc la porosité entre ces groupes faisait que de toute façon, à partir du moment où on alimente les armes, celles-ci sont fongibles, c'est-à-dire qu'elles peuvent alimenter n'importe quel autre groupe, elles sont susceptibles d'alimenter n'importe quel autre groupe. Et par conséquent, c'est là, à mon avis, c'est dans ces politiques-là, menées par ce qu'on appelait les amis de la Syrie, donc les amis de la Syrie, c'était en fait ceux qui souhaitaient renverser Bachar el-Assad, à tort ou à raison, c'est pas la question, mais ce sont ces politiques-là qui sont, selon mes recherches, j'ai quand même un certain nombre de sources, j'ai interrogé dans mon livre beaucoup de responsables, de chercheurs, et notamment l'ambassadeur d'Obama en Syrie, Robert Ford. Ces gens me confirment effectivement que malheureusement les groupes dits modérés estampillés ASL, qu'on a des mains dans la main avec le futur Daesh. Et c'est par ce biais-là que le futur Daesh, qui s'appelait à l'époque Al-Nusra, jusqu'en avril 2013, a pu bénéficier et capter une abondance d'armement et aussi des compétences militaires, puisque la CIA et ses alliés formaient un certain nombre de combattants qui ensuite prêtaient allégeance à tel ou tel groupe islamiste. Et voilà, les allégeances étaient mouvantes, hein. Les choses sont complexes. Mais les tendances lourdes que j'ai pu identifier indiquent que la responsabilité de l'essor, de la montée en puissance fulgurante des groupes islamistes n'incombe pas à Bachar el-Assad. En revanche, qu'on soit bien clair, Bachar el-Assad, à l'origine, en 2003, dans le contexte de la guerre d'Irak, avait décidé de faciliter l'infiltration de djihadistes étrangers, ou syriens d'ailleurs, vers l'Irak, puisque à l'époque, le président Bush et surtout les éléments les plus néoconservateurs et bellicistes dans son gouvernement menaçaient la Syrie d'être le prochain pion. Hein. On parlait de dominos à l'époque, hein, dans la région, que les gouvernements tomberaient comme des dominos. Donc les Syriens ont une stratégie cynique, mais qui, dans cette région, et d'ailleurs quel État dans le monde ne met pas en place des stratégies qu'on peut qualifier de cyniques et s'allie avec le diable, entre guillemets. Sauf que j'ai interrogé plusieurs chercheurs là-dessus dans mon livre. Citer cet exemple pour dire qu'Assad aurait ensuite fait de même en Syrie de façon cynique par calcul, et gommer totalement la réalité qu'en fait l'opposition lui demandait de libérer ces prisonniers-là. Il faut savoir qu'à partir du moment où Assad, en 2003, avait facilité l'infiltration de ces djihadistes, lorsqu'on a vu lorsque le pouvoir syrien a vu la montée en puissance de ces groupes djihadistes en Irak et l'ampleur qu'elle prenait, dès 2005, ils en avaient peur. C'est-à-dire que le pouvoir chiite, le nouveau pouvoir chiite en Irak se sentait vraiment menacé par ces groupes djihadistes, mais également en Syrie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser que Assad est un marionnettiste machiavélique qui avait calculé qu'on créait Daesh et ensuite
on allait se frotter les mains puisque tout le monde aurait peur de Daesh. Non, les choses sont plus complexes. C'est-à-dire qu'il faut savoir que Daesh était prêt à tout, et Daesh et d'autres groupes djihadistes étaient prêts à tout pour avoir la tête d'Assad. Et Assad a beau avoir mené des politiques extrêmement dures, meurtrières contre parfois, malheureusement et souvent, des civils, il n'en demeure pas moins que la réalité était que ces groupes, en 2015, étaient pas loin de le renverser par la force. Assad avait peut-être pas envie de finir comme Kadhafi ou Saddam Hussein, vous comprenez. Premièrement. Deuxièmement, l'accusation souvent qui consiste à dire que Bachar al-Assad n'aurait pas combattu Daesh, elle est fantaisiste. C'est-à-dire qu'en fait, l'armée syrienne a perdu beaucoup d'hommes en combattant Daesh, mais 2013, 2014, 2015, ça a été documenté même en 2016. IHS Markets, qui est une société d'analyse notamment financière, mais pas seulement, hein, sur plein d'éléments, avait expliqué que l'armée syrienne était la première force qui combattait Daesh sur le terrain. Mais pourquoi initialement Assad n'a pas, pourquoi Assad n'a pas précipité ses troupes dans les régions contrôlées par les islamistes, notamment par Daesh? À l'origine, la stratégie de contre-insurrection consistait à sécuriser les grandes villes et les axes de communication et à de toute façon abandonner les régions tenues par les djihadistes les plus durs, puisqu'elles étaient acquises à la rébellion. Donc la stratégie, là où elle a été beaucoup plus cynique, c'est que la stratégie de contre-insurrection, une fois que les villes étaient utiles, la Syrie utile était sécurisée avec ses axes de communication, on a purgé les officiers, donc j'imagine qu'un certain nombre sont morts dans les geôles d'Assad malheureusement, mais ensuite, la stratégie qui s'est mise en place, et en particulier lorsque la Russie est entrée dans le conflit, c'était un encerclement des villes, un pilonnage de ces villes de manière indiscriminée. Donc on avait des bombes à fragmentation, enfin un nombre incroyable de bombes qui sont tombées sur ces villes-là, et qui poussaient la rébellion à négocier leur départ vers Idlib, ensuite, avec les Russes. Je schématise, je vais vite, hein, mais ce que je signifie par là, c'est que dans une stratégie de contre-insurrection, vu la férocité des rebelles en face, la férocité du conflit, les pertes humaines que ça engendre au sein des forces syriennes, on ne peut pas reprocher à Assad d'avoir laissé tomber puisqu'on est obligé nécessairement d'aller sécuriser ce qu'on appelle le pays utile et de purger l'armée. Je ne dis pas que c'est bien, je ne le justifie pas, j'essaie de le comprendre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une rébellion qui est composée de plusieurs dizaines de milliers d'hommes, bien armés, bien financés et décidés à en découdre, dont certains sont des combattants suicides islamistes, je veux dire, quand on a une armée, quand on a un pays à défendre, on est obligé d'utiliser forcément des stratégies de reconquête qui laissent des traces, qui engendrent des morts, et on ne peut que le déplorer. Mais encore une fois, le malheur, c'est que, et c'est ce que j'explique dès le départ de mon livre, la Syrie, en fait, le peuple syrien était pris en étau entre, d'une part, les puissances qui souhaitaient maintenir Assad au pouvoir, et y compris leur propre armée, donc en étau entre ces gens-là qui voulaient absolument qu'Assad reste au pouvoir, et les autres États, le bloc de puissance, qui derrière l'Arabie Saoudite, les États-Unis, etc., et qui comprend la France, hein, voulaient le renverser à tout prix. Donc on a mené une guerre extrêmement féroce. Il faut savoir que, selon les sources, il y a eu entre 100 000 et 170 000 soldats syriens ou loyalistes morts au combat contre les forces rebelles. Et côté rebelles, c'est à peu près la même proportion. Je pense d'ailleurs que les chiffres que je vous cite datent de 2017, je pense que depuis on a eu encore plus de morts et qu'on serait pas loin des 400 000 combattants morts. Ça a été vraiment une conflagration. On nous décrivait ce conflit comme Assad qui bombardait sa population. Ça a été vraiment une conflagration entre deux forces armées. Alors, deux camps, c'était pas deux forces armées unies, hein. C'est ça que je signifie. Mais il faut comprendre qu'en octobre 2015, le Guardian avait d'ailleurs dit que l'armée syrienne en 2011 était passée de 300 000 éléments à 80 000 à l'automne 2015. Donc c'est dire comme les troupes syriennes ont été saignées, et c'est dire l'ultra-violence de ce conflit. Donc moi, j'ai adopté une position qui est à la fois de dénoncer la main lourde, et plus que lourde, qu'a eu l'armée syrienne et ses alliés, mais en même temps de dire il ne faut absolument pas gommer ce qui a été fait par les puissances occidentales, et notamment via l'intermédiaire de leurs alliés du Golfe, qui a consisté à soutenir des forces islamistes qui sont censées être nos ennemis.
faut pas oublier que, par exemple, en 2018, des photos sur Twitter circulaient où on voyait des gens de Jaish al-Islam avec des missiles Milan de fabrication française. Ce sont des missiles anti-chars qui ont été livrés nécessairement, alors, pas forcément par la France, peut-être qu'elles ont été par l'intermédiaire de l'Arabie Saoudite, mais l'Arabie Saoudite n'est pas censée ensuite violer les clauses de non-réexportation pour les livrer à des rebelles islamistes. La question est, y avait-il des clauses de non-réexportation? On sait sur la question des missiles Milan français qu'avec le Qatar, manifestement, elle n'existait pas. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire, comment peut-on oublier cet aspect de la guerre en Syrie? Je vous dis ça puisque les médias audiovisuels, malheureusement, n'ont pas parlé de mon livre. La presse écrite, si. La presse écrite française en a parlé. Mais en France, les médias audiovisuels ne parlent jamais de l'opération Timber Sycamore, la passent sous silence, et en fait attribuent le plus souvent la responsabilité de l'essor des groupes islamistes à Bachar el-Assad, et on se lave les mains. Et c'est comme si cette opération qui a nécessité des milliards de dollars de fonds, qui a amené la Syrie à être inondée par des dizaines de milliers de tonnes d'armes et des millions de munitions, comme si elle n'avait jamais existé dans les médias occidentaux. Et c'est contre, voilà, c'est en me positionnant contre cette opération, parce que je trouve qu'elle est absolument dangereuse, elle a été catastrophique, elle a été stoppée en 2007, mais elle a été catastrophique. C'est en essayant, dans la volonté de la comprendre, et de la volonté de susciter d'autres enquêtes aussi, que j'ai écrit ce livre. Et voilà, j'ai essayé de résumer cette opération en 200 pages, ce qui n'était pas simple. À la fois, je pense que je pourrais écrire une suite dans 5 ou 10 ans, lorsque les documents, je l'espère, auront été déclassifiés. On n'en est pas encore là, mais en attendant, je pense qu'il est particulièrement malhonnête d'attribuer à Assad la paternité des groupes djihadistes et surtout la responsabilité de leur montée en puissance. Ce qui ne dédouane absolument pas Bachar al-Assad et ses troupes et ses alliés d'avoir commis des crimes, bien évidemment. Merci.